Il est un tout petit peu plus de 18 heures et le chiffre semble s'être stabilisé. Alors, bienvenue à cette soirée Isadora. Euh, je tiens d'abord à remercier le professeur Bernard Gols qui nous fait l'amitié, après bien des déconvenus, on a annulé plusieurs soirées comme ça, mais bon, tout ça est lié à ce virus, de bien avoir voulu se prêter à cet exercice, de pouvoir nous parler par Zoom. Je voulais vous remercier tous de participer à cette conférence et de confirmer votre soutien, que ce soit à Isadora, hein, et à l'AFPP-SNPP, puisque cette soirée est organisée en partenariat entre Isadora et l'AFPP-SNPP, qui, comme chacun sait, est le syndicat des psychiatres privés. Je tiens à remercier très particulièrement Rania à l'AFPEP qui, sans elle, cette soirée n'aurait pas pu s'organiser parce que techniquement, je crois que nous lui devons tout. Donc merci Rania. Et Virginie, qui est notre secrétaire à la clinique Saint-Martin-de-Vignegoul et la secrétaire aussi d'Isadora, qui a permis que tout ça puisse s'organiser, qui vous a écrit, qui vous a prévenu. Alors, Isadora, je crois que tout le monde tout le monde ici sait à peu près ce que c'est, mais enfin, je vais quand même le rappeler. Donc, c'est une association de soignants de la clinique Saint-Martin de Vignegoul, qui est une clinique de psychothérapie institutionnelle. Et c'est une association qui a pour vocation de penser le soin. Penser le soin non seulement selon les évolutions de la science, bien évidemment, mais de la société, mais aussi du contexte politique, parce qu'on ne soigne pas avec des tweets et que ni avec des protocoles. Ça peut donner une idée, ça peut donner un cadre, ça peut donner une base de réflexion, mais ce n'est certainement pas ça qui soigne. Et ça réclame une adaptation permanente, et donc une pensée permanente. Donc, Isadora se propose de penser le soin. Comme nous recevons des patients euh, à la clinique Saint-Martin de Vignegoul qui ont entre 18 et 35 ans lorsqu'ils arrivent pour la première fois, ils vieillissent un peu par la suite, bien évidemment, nous recevons des gens un peu plus âgés, mais c'est une c'est quelque chose qui réclame une pensée du soin permanente, une adaptation permanente, des réunions tous les jours pour pouvoir adapter le soin à chacun en fonction de son besoin, de son transfert, de ce qui lui arrive. Isadora organise donc des conférences comme celle-là, à laquelle nous avons la chance de participer ce soir, mais également des journées. Les prochaines journées Isadora auront lieu le premier week-end de juin. Elles ont lieu le premier vendredi et le samedi. Et cette année, nous avons gardé le thème que nous aurions dû traité l'an dernier, en juin 2019. En juin 2020, nous traiterons le thème du sans complexe. C'est quand même, je trouve que pas besoin d'avoir suivi M. Trump pour voir que le sans complexe essaime très largement dans notre société. Il est question de radicalisation un peu partout. Et nous serons pressentis Fethi Ben Slama, qui viendra nous parler, qui est très très bien placé pour parler de ça, du côté de la radicalisation et sur laquelle il a beaucoup travaillé. Gilles Mignot, qui est un psychiatre qui travaille à la revue Prescrire et qui avait notamment travaillé sur le Mediator et pourra nous parler du sans complexe de certains lobbies parfois. Jérémy Saint-Zel, qui est très connu à l'FPP-SNPP, qui est notre représentant à la WPA. La WPA, c'est la World Psychiatric Association. Et ils ont levé un lièvre qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Ils sont allés chercher, enfin, Jérémy a été partie de l'équipe qui est allée chercher les origines de l'Asperger, du nom du médecin nazi qui a inventé ce truc. Il fallait des autistes d'exception à un peuple d'exception du temps du nazisme. Et puis il y aura notre ami Robert Bress, qui est un grand clinicien que toute la région montpelliéraine connaît bien. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir Bernard Goltz qui va donc nous parler. Il va nous parler de l'autorité.
au regard de la bisexualité psychique. On ne présente plus Bernard Goltz, mais je vais quand même le faire, ne serait-ce que par amitié. Il est pédopsychiatre et psychanalyste, membre de l'APF. Il a été chef de service à l'hôpital Necker. Il est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 5. Il est chercheur. Il est l'auteur directeur de nombreuses recherches, l'auteur de nombreux ouvrages, dont un qui est une de mes dernières grandes émotions psychanalytiques. C'est un livre qu'il a écrit avec M. Roussillon qui s'appelait Naissance de l'objet. Je vous conseille vraiment de lire cette petite merveille, dont je te remercie encore, Bernard. Bernard est donc très engagé dans l'éthique, la défense et la défense de la pensée et de nos pratiques. Alors pourquoi l'autorité ce soir? Parce que nous pensons que c'est une question contemporaine absolument centrale. Qu'est-ce qui la légitime? Nous avons bien vu ces derniers temps que ça vacillait quand même pas mal. Nous vivons une période grands changements. On voit que moins il y a d'autorité, plus il y a d'autoritarisme. Bernard Goltz est venu nous parler de ça à Biarritz lors du dernier congrès de l'AFPEP-SNPP, donc du syndicat des psychiatres privés. Et voilà, je crois qu'on va parler de ce que c'est qu'une fonction plutôt qu'une injonction. Enfin, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le déroulement de cette soirée, Bernard va nous proposer une conférence d'à peu près 1 heure qui sera suivie d'un débat d'à peu près une demi-heure. Comme vous êtes assez nombreux, les questions, vous les posez par écrit, c'est moi qui les poserai après parce qu'on ne pourra pas prendre tous la parole en même temps. Donc, vous les posez par écrit et je les poserai, je me ferai votre porte-parole. Une dernière chose, cette conférence sera donc enregistrée et avec l'accord du professeur Bernard Goltz, vous pourrez la retrouver sur la page YouTube de l'association Isadora et sur le site de l'AFPEP-SNPP. Bernard, la parole est à toi. Je te remercie. Merci beaucoup, Patrice, pour cette introduction très, très amicale. C'est vraiment un plaisir pour moi hein, d'avoir accepté d'animer cette conférence et le débat. Et mes remerciements vont donc tout naturellement à l'association Isadora, ainsi qu'à la FPP-SNPP, et puis à toi, Patrice, qui est à l'origine de cette initiative. Je suis un peu désolé pour toi parce que je vais redire des choses que tu avais déjà entendues à Biarritz, mais c'est ça le problème des vieux couples. Hein. On est forcé de redire un certain nombre de choses. Je vais tâcher de les dire différemment, simplement. Et puis, bon, c'est vrai que ça devait avoir lieu en présentiel, ça n'a pas pu se faire, on a décalé la date, ça ne suffisait pas. Bon, il y a un certain regret du présentiel, mais bon, vraiment, le Zoom, c'est certainement mieux que rien. Voilà, cette thématique est importante, tu viens de le dire, sur le plan clinique, sans doute, on va le voir, mais sur le plan aussi socio-culturel, si ce n'est politique. Et c'est une question, l'autorité, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui appelle vraiment une approche résolument transdisciplinaire. Ceci étant, je vais quand même parler à partir, comme on dit, de ma place, de ce que je suis, c'est-à-dire de pédopsychiatre et de psychanalyste, qui travaille davantage avec des bébés, des tout petits, mais aussi avec des enfants et des adolescents. Actuellement, je travaille d'ailleurs en partie avec Marie-Rose Moreau à la Maison de Solène, à Paris. Mais donc, en tant que pédopsychiatre, par rapport à cette question de l'autorité, il y a les deux conséquences, si vous voulez. D'une part, ce qui m'intéresse, et ce que je vais essayer de faire sentir, c'est en quoi les processus psychiques précoces vont rester comme un socle tout au long de la vie, de tous les processus psychiques ultérieurs, chez l'adolescent bien sûr, mais aussi chez le jeune adulte et au-delà. De ce point de vue-là, d'ailleurs, avec Marie-Rose Moreau, que je viens de citer, mais aussi avec Thierry Baubet et Pierre Canoui, on anime depuis plusieurs années un diplôme universitaire consacré aux psychothérapies et justement d'un point de vue un peu développemental, en essayant d'avoir toujours en tête
ces processus psychiques précoces comme base qui sous-tendent la suite du développement, de la croissance, de la maturation psychique. Et la deuxième conséquence, c'est que bien sûr, en tant que pédopsie, psychanalyste, à propos de l'autorité, il s'agit d'une recherche de compréhension des problèmes et je ne suis pas en train d'assumer une position de jugement moral ou moralisant, évidemment. Voilà, alors Patrice vient de l'évoquer, l'autorité a trouvé sa juste place entre l'autoritarisme d'un côté, le laxisme de l'autre, et l'espoir, c'est ce que j'aurais essayé de faire sentir, l'espoir, c'est celui d'une autorité bisexuée, justement, avec une intégration des composantes dites féminines et masculines. Un dernier mot d'introduction, peut-être pour dire que je me réfère évidemment à une dimension psychopathologique. Alors ça, c'est très important parce que je ne sais pas ce qu'il en est tout à fait pour la psychiatrie adulte, mais pour la psychiatrie de l'enfant, en tout cas, on est en ce moment vraiment tiraillé entre deux pôles diamétralement opposés, soit un pôle très endogène, neurodéveloppemental, quasi neurobiologique ou génétique, soit de l'autre côté un pôle plus réactionnel, comme si tout venait de l'extérieur et de traumatismes divers vécus au long de la vie. Ces deux positions ont leur intérêt, mais en réalité, chaque situation est à comprendre en prenant en compte à la fois des déterminants internes et des déterminants externes. D'ailleurs, dans le mot comprendre, c'est intéressant du point de vue étymologique, il s'agit de comprendre, c'est prendre ensemble. Voilà. Alors comprendre l'organisation psychique d'un enfant ou d'un patient, il me semble que c'est prendre ensemble ce qui vient du dedans, ces déterminants internes, et ils existent, aussi psychanalyste soit-on, on sait bien que la génétique existe, mais prendre en même temps et conjointement et voir comment ça se noue, les déterminants externes qui viennent du dehors et de l'environnement, et notamment de la rencontre avec le fonctionnement psychique des autres. D'autrui. Voilà, donc moi c'est ce qui me passionne dans la psychopathologie, dans la psychanalyse aussi d'ailleurs, et je dis toujours en ce moment aux étudiants que la psychopathologie, on devrait en parler au pluriel. Parce que quand on dit la psychopathologie, tout le monde pense psychopathologie psychanalytique, ce qui est un aspect des choses évidemment important. La psychopathologie psychanalytique est probablement la plus ancienne, la plus déployée dans un pays comme le nôtre. Mais aujourd'hui, il y a une psychopathologie de l'attachement, il y a une psychopathologie systémique et familiale, ça va de soi. Il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie développementale. Vraiment, il faut qu'on arrive à parler des psychopathologies, parce que la psychopathologie, en ce moment, je ne sais pas si vous vous en rendez compte des places qui sont les vôtres, mais elle est en très grand danger. Elle est encore enseignée dans les facultés de psychologie, mais je vous assure qu'en médecine, un médecin peut finir ses études, bon, peut-être pas s'il va devenir psychiatre et pédopsychiatre ou pédopsychiatre, mais un médecin d'autres disciplines finit ses études sans même avoir entendu le mot de psychopathologie. Comme si c'était vraiment un concept qui était totalement désuet et arrangé au vestiaire. C'est dramatique parce que le concept de psychopathologie est très précieux, c'est un trésor, quelle que soit la dimension psychanalytique, je le redis, attachmentiste, familiale, cognitive ou développementale, le défi, l'enjeu des psychopathologies, c'est de nouer ensemble les déterminants internes et externes, c'est-à-dire de réfléchir, de travailler, de mettre en sens à l'interface du dedans et du dehors, au carrefour, à l'entrecroisement du dedans et du dehors. C'est pour ça que moi, j'ai accepté depuis quelques années, vraiment, c'est une partie de mon travail que j'investis beaucoup, la responsabilité de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent pour essayer de faire valoir en tout cas cette dimension. Et puis j'en disais un mot à l'instant à Patrice Charby, là dans quelques semaine va être inauguré, on y travaille beaucoup là depuis quelques années, un institut contemporain de l'enfance à Paris. Bon, moi qui va me permettre de plaider pour ce genre de choses-là, d'avoir une espèce d'espace de militance en faveur du soin psychique, comme penser le soin psychique, comme l'a dit tout à l'heure Patrice, dans le champ de l'enfance, bébé, enfant, ado, mais en référence clairement affirmée à ce qui permet de mettre en sens les choses, c'est-à-dire la psychanalyse, que vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, la psychanalyse, les psychopathologies, la pédagogie et aussi la dimension culturelle de tout ça.
Voilà, alors aujourd'hui, le soin psychique est vraiment en danger. C'est pour ça que des associations comme la vôtre sont importantes. Les attaques contre la psychanalyse sont désagréables, mais derrière ça, il y a plus grave. Les attaques contre la psychanalyse, c'est une attaque contre le soin psychique et c'est une attaque contre le, les sciences humaines en général. Donc, on ne sera jamais trop nombreux pour lutter contre ça. Et d'ailleurs, pour se conforter, j'avais ressorti là dans mes papiers, je voulais vous signaler qu'en 2014, c'est quand même pas très vieux, dans le British Journal of Psychiatry, qui est quand même une référence forte, les éditorialistes de ce journal avaient clairement pris position en affirmant que la psychopathologie, les psychopathologies, si vous voulez, devraient vraiment continuer à constituer le cœur de la psychiatrie et que son enseignement devrait être un passage obligé de la formation des professionnels de la santé mentale. Je vous assure que si on n'y prend pas garde, on risque d'être assez rapidement loin de tout ça. Voilà, alors, j'en viens donc à l'autorité et je voudrais d'abord faire sentir en quoi l'autorité peut être une sorte d'enveloppe contenante pour, pour tous, mais enfin pour les personnes à laquelle elle est adressée. Et pour ça, il faut d'abord que je vous parle un petit peu de la notion d'enveloppe, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué dans le développement précoce, mais c'est quelque chose qui est important tout au long de l'existence. C'est Esterbik qui a proposé, qui a développé ce concept. C'était une psychanalyste anglaise. Enfin, elle était en fait née à Cracovie, en Pologne, d'une famille juive. Donc, ils ont émigré en Autriche, puis en Angleterre. Et elle a travaillé à la Tavistock Clinic, hein, l'un des deux grands centres psychanalytiques de Londres, le centre Anna Freud d'un côté, la Tavistock Clinic de l'autre, pour l'école kleinienne et post-kleinienne. Et elle a beaucoup travaillé d'ailleurs avec John Bowlby, qui dirigeait à ce moment-là cette Tavistock Clinic. Et Esterbik a écrit peu de choses, mais ce qu'elle a écrit est toujours déterminant. Un texte sur les enveloppes, je vais vous en parler, la peau, et un autre texte très célèbre sur l'observation directe des bébés, puisque c'est elle qui a fondé une méthode particulière d'observation dite analytique des bébés. Sur la question des enveloppes, les travaux d'Esterbik ont été poursuivis, enfin en France par exemple, par ceux de Didier Anzieux, avec le moi peau, par ceux de Didier Houzel, qui a écrit un ouvrage tout à fait fondamental sur sur le concept d'enveloppe psychique, et même par certains aspects des travaux de Geneviève Hague. Je voudrais d'ailleurs vous faire un tout petit mot d'histoire à propos de cette question d'enveloppe. Quand on regarde le trajet, enfin l'histoire des idées en matière de psychopathologie ou de psychanalyse, on s'aperçoit que avant 1950, enfin à partir du moment où Freud a lancé les choses, jusqu'à 1950, on a une métapsychologie qui s'intéresse surtout aux pulsions, à ce qui vient du sujet, la théorie des pulsions. C'est toute l'époque où Freud développe cette théorie des pulsions. Et vous savez qu'à ce moment-là, la psychanalyse a surtout été intéressée par les orifices corporels, les pulsions orales, les pulsions anales, les pulsions phalliques. Et à cette époque-là, Freud s'était surtout beaucoup intéressé, Freud et ses collaborateurs de l'époque, beaucoup intéressés au traumatisme par excès d'excitation, les abus sexuels, les agressions diverses, un excès de stimulation et avec une force de pénétration, on pourrait dire, orificielle. Et puis après 1950, sans du tout qu'il s'agisse de renier la première partie, mais est venu s'ajouter un autre regard psychanalytique avec l'école kleinienne et post-kleinienne. On commence à s'intéresser beaucoup à ce qui vient de l'autre, au fonctionnement psychique de l'autre dans la croissance et la maturation psychique de l'enfant, et on ajoute en quelque sorte la théorie des relations d'objets à la théorie des pulsions. Et à la faveur de ce mouvement, on s'aperçoit que la psychanalyse s'intéresse peut-être à ce moment-là un peu moins aux orifices et davantage aux enveloppes, à la peau, justement, au contenant. Je vais y revenir. À la peau.
Et les traumatismes par excès de stimulation sont complétés par toute une théorie sur la clinique du vide et les traumatismes par défaut d'excitation, hein, avec bien entendu une dialectique permanente, puisque, comme on pourrait dire, le trop chaud, l'excès d'excitation cache toujours un trop froid, hein. Quand on n'a pas les enveloppes suffisamment protectrices, c'est peut-être un traumatisme par défaut, mais ça laisse ouverte la voie à un traumatisme par excès, puisqu'à ce moment-là, on est livré un peu à vif à tous les événements, à l'égard de tous les événements extérieurs, les excès de stimulation. Voilà, donc la question des enveloppes, et Esther Big, je vous le disais tout à l'heure, à travers l'atavisme clinique, donc elle est considérée comme un auteur post-kleinien, et plutôt du côté de la théorie des relations d'objets, des traumatismes par défaut d'excitation, traumatismes en creux, les traumatismes négatifs, et un intérêt très, très marqué pour la question de la peau. Voilà, alors Esther Bix, c'est ancien et c'est pas tellement ancien non plus, en 1968 à peu près, a écrit donc un article, c'est une des premières, à avoir attiré l'attention sur l'importance de la peau dans les toutes premières relations du bébé avec son entourage. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que cet article-là, au lieu de le publier d'abord comme un article séparé, elle a été le maître dans le livre d'un autre, le livre de Donald Melzer, qui s'appelle Exploration, qui est un autre auteur post-clanien, qui a beaucoup travaillé avec les enfants autistes, un livre très célèbre qui s'appelle Exploration dans le monde de l'autisme. Et c'est comme si, pour parler des contenants, elle avait été se chercher un autre contenant que simplement sa publication personnelle. Elle a été mettre son article dans le livre d'un autre, hein, un peu la politique du coucou, je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet article-là, qui est assez court, mais qui est extrêmement informatif, hein. Elle raisonne en trois étapes. Elle nous dit, le bébé, quand il arrive sur Terre, dans un monde qui le précède, bien entendu, où il y a déjà du langage, où il y a déjà de la pensée, où il y a déjà des relations organisées, ne serait-ce que dans sa famille ou dans son groupe social, il arrive avec sa peau, en principe, hein, sauf maladie particulière, gravissime. Enfin bon, il arrive avec sa peau. Sa peau est tout de suite opérationnelle du point de vue neurophysiologique quand le bébé va bien. La peau est tout de suite capable de ressentir le froid, le chaud, la douleur, les piqûres, enfin toutes les fonctions que nous connaissons de la peau. Mais pour autant, il ne va pas tout de suite vivre sa peau comme une composante de son corps tout à fait essentielle. Ça, c'est quelque chose qu'il va devoir conquérir, acquérir, développer. Et notamment, dit Esther Big, dans la première partie de son travail, il va falloir que, si tout va bien, un jour, l'enfant, le bébé, va pouvoir ressentir sa peau comme, ce sont les termes vraiment clés, suffisamment contenante et suffisamment limitante. Ça, c'est le cœur de sa réflexion. Alors, suffisamment limitante, d'abord. Eh bien, c'est vrai qu'anatomiquement parlant, la peau marque la frontière, la limite entre le dehors et le dedans. Elle ne s'interrompt qu'au niveau des orifices corporels dont je parlais tout à l'heure à propos de la théorie des pulsions. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est un fait anatomique que les enfants le ressentent tout de suite comme ça. Ressentir sa peau comme une frontière assez sûre, assez claire entre le dehors et le dedans, c'est pas comme la sensibilité de la peau à la douleur. C'est quelque chose qui va se mettre en place, s'organiser, se conquérir. C'est plus un fait anatomique, c'est un vécu, c'est un éprouvé, c'est un ressenti. Ressentir sa peau comme faisant une bonne limite entre le dedans et le dehors. Et en français, moi je fais toujours confiance au langage courant, cette fonction de la peau, elle est évoquée quand on parle de la peau comme un revêtement cutané. Un revêtement cutané, c'est quelque chose qui marque la limite entre le dehors et le dedans. Mais, dit Estervik, l'enfant doit aussi apprendre progressivement, enfin apprendre, c'est pas forcément cognitif cette histoire-là, mais intégrer le fait que vivre sa peau comme suffisamment contenante, cette fois, ce qui est autre chose. Et quand on parle de la peau comme quelque chose de suffisamment contenant, alors on a un autre mot en français qui existe couramment, sac cutané.
La notion de sac cutané, ça renvoie à la contenance. La notion de revêtement cutané, ça renvoie à la limite, à la frontière. Et qu'est-ce que ça veut dire ressentir sa peau comme suffisamment contenante? Alors là, c'est un peu différent de ce que je disais tout à l'heure, parce que la peau est effectivement la limite entre le dehors et le dedans. Alors que la peau, anatomiquement parlant, elle contient nos organes intérieurs, mais il ne suffit pas de dépioter quelqu'un pour que tout s'effiloche et s'éparpille. À supposer qu'on enlève la peau de quelqu'un, bon, ces muscles vont rester quand même attachés aux tendons, les tendons vont rester attachés au squelette, mais psychologiquement parlant, ressentir sa peau comme suffisamment contenante, ressentir sa peau comme un sac cutané, c'est se ressentir dans un espace suffisamment qui nous donne cohésion, qui nous donne cohérence, qui rassemble, qui maintient, qui contient ensemble l'ensemble de nos parties physiques. Voilà. Donc, pour tous, vous voyez que ces deux dimensions avec lesquelles la peau, un jour, doit être vécue par nous, par chacun d'entre nous. D'ailleurs, en français, se sentir bien dans sa peau, ça veut sans doute dire se ressentir sa peau comme suffisamment contenante et suffisamment limitante. Ça renvoie en fait aux deux grandes fonctions winnicottiennes qui sont le holding et le handling. Le holding, c'est to hold, c'est la façon dont on contient, dont on tient, dont on contient. Quand on s'occupe d'un enfant dans nos interactions précoces, chacun a son style évidemment, mais on a un holding gestuel. Quand on a un enfant dans les bras, je monte un peu mon bras pour que ça se voit, on voit bien que l'enfant il est bien tenu, contenu, c'est pour qu'il soit en sécurité, qu'il soit pas inquiet ou angoissé. Il faut que ce holding soit suffisamment sécurisant. Et en même temps qu'on le contient, le bras marque bien la limite entre le dehors et le dedans. Donc il y a là les deux fonctions dans le geste. Il y a un holding gestuel qui donne et la contenance et la limite. Mais vous savez bien, je ne vais pas trop m'y attarder là, qu'il y a aussi un holding vocal. Quand on parle au bébé, quand on parle à quelqu'un, on a des voix. Moi, à nouveau une analogie avec le langage. Il y a des gens qui ont une voix plus ou moins enveloppante, plus ou moins contenante. Hein. Et il y a des gens qui nous parlent, on se sent rassuré dans l'enveloppe vocale. Il y a des gens qui nous parlent et au contraire, ça part dans tous les sens. Et puis il y a un holding visuel. La façon dont on regarde quelqu'un le contient ou ne le contient pas. D'ailleurs, en clinique, dans les consultations, c'est très important, avec les enfants en tout cas, mais j'imagine avec les adultes aussi. Avec les enfants, c'est très important de voir, quand on regarde un adolescent ou un enfant très angoissé, est-ce que le fait de le regarder avec un regard un peu contenant va lui permettre de se récupérer, ou au contraire, est-ce qu'il ne sait pas profiter d'un regard contenant en fonction de son histoire personnelle et des défauts de holding qu'il a pu vivre. Voilà, donc il y a un holding gestuel, il y a un holding vocal, il y a un holding visuel, et puis au bout du compte, il y a un holding psychique, la façon dont on pense l'enfant dans notre tête, dont on pense l'autre, peut être contenante ou pas contenante, et limitante ou pas limitante. Voilà, alors la deuxième grande fonction winnicottienne, vous voyez que le holding va permettre d'édifier la dimension contenante de la peau, le sac cutané. Le handling, la deuxième grande fonction winnicottienne, le handling de to handle, la façon dont on touche la main, hand, va plutôt travailler la dimension limitante, hein, puisque la façon dont on touche le bébé va lui faire prendre conscience, c'est en général, il faut le souhaiter, un toucher ni érotique, ni trop érotique, ni trop attaquant. Le toucher un bébé, c'est pour l'aider à prendre conscience de sa peau en tant que limite entre le dedans et le dehors. Et vous savez bien, par exemple, qu'avec certains enfants autistes ou psychotiques, quand tout ceci n'a pas pu se mettre en place, eh bien, il faut utiliser d'autres moyens, et notamment les bains thérapeutiques, les pataugeoires, etc., qui ont été beaucoup décriés, mais qui sont extrêmement intéressantes du point de vue de l'aide apportée à la découverte de la peau comme frontière sécurisante. Je redis que se sentir bien dans sa peau, à tous les âges de la vie, c'est se sentir suffisamment contenu dans une peau qui nous marque une limite suffisamment précise par rapport au dehors. Voilà, holding, handling. Voilà, alors présent, c'est la première étape du raisonnement d'Esther Bick. Et la deuxième étape, c'est de dire,
Pour que l'enfant, un jour, puisse ressentir sa peau comme suffisamment contenante et suffisamment limitante, il faut qu'il soit pris dans des interactions précoces avec des adultes, les parents ou les professionnels ou les deux, qui dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur regard, dans leur façon de s'occuper de lui, dans leur façon de prendre soin de l'enfant, soient eux-mêmes suffisamment contenants et limitants pour qu'ils puissent intérioriser, inscrire intrapsychiquement ces deux dimensions. Et troisième et dernière étape de cet article, vous voyez que quand même très, encore une fois, il fait que 4-5 pages, mais il est extrêmement riche. Troisième étape du raisonnement, si l'enfant a été, si l'enfant, grâce aux interactions précoces suffisamment contenantes et limitantes qu'il a expérimentées avec les adultes qui prennent soin de lui, s'est bien mis en place, alors il va pouvoir mettre en place ces enveloppes psychiques qui dérivent du même modèle et qui elles-mêmes, les enveloppes psychiques, doivent être suffisamment contenantes et limitantes. Et vous savez que les enveloppes psychiques, là, c'est tout à fait métaphorique, par contre. Parce que si on veut rester très concret, on dit les enveloppes psychiques, c'est la boîte crânienne. Parce que la boîte crânienne contient le cerveau, mais ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce qui va donner contenance, qu'est-ce qui va nous permettre de bien nous différencier de l'autre, ça c'est la fonction limitante, le soi du non-soi, le self du non-self, ne pas être dans les projections permanentes, enfin bon, tout ça on le sait bien en psychopathologie. Et puis la contenance, c'est de pouvoir justement garder en soi un certain nombre de pensées, de fantasmes, de représentations, d'affects et d'émotions, qu'on n'est pas tout le temps en train, les enveloppes psychiques ne doivent pas être trop poreuses, sinon on est dans un risque d'indifférenciation avec autrui. Voilà, donc l'enfant un jour doit ressentir sa peau comme suffisamment contenante et limitante. Pour qu'il la ressente comme ceci, il faut qu'il soit pris dans des interactions précoces suffisamment limitantes et contenantes. Et si tout ça marche bien, alors sur ce modèle-là, en dérivation, il va pouvoir construire, mettre en place ces enveloppes psychiques elles-mêmes suffisamment contenantes et limitantes. Et les travaux d'Estervik, c'est pas simplement intellectuel ou académique, ça a ouvert toute la voie à un changement de pratique avec les bébés, et notamment dans les services de pédiatrie, dans les réanimations néonatales, dans les services de soins intensifs. Tout le monde est devenu très attentif à la qualité des relations cutanées. Vous savez, tout le mouvement autour des bébés kangourous, par exemple, mais même dans la qualité des soins apportés aux bébés, faire attention justement que l'ensemble des soins précoces soient suffisamment contenants et limitants pour que l'enfant puisse se construire psychiquement à partir de là. Voilà, les enveloppes sont donc d'abord cutanées, puis corporelles, puis groupales, dyadiques, triadiques, hein, c'est très, très important, et puis enfin, si tout va bien, psychiques. Alors, tout ce que je viens de dire là a un lien avec le sujet de ce soir, parce que on a pris l'habitude, dans les mots, mais aussi dans les représentations, je crois, de penser que la contenance était du côté plutôt féminin ou maternel, alors que la limite serait plutôt du côté paternel ou masculin. Mais j'avance doucement, mais je vais vous montrer qu'il ne faut pas être trop schématique, là, hein, trop clivant et trop radical. Le fait que la contenance nous renvoie dans nos stéréotypes symboliques un peu au féminin, c'est sans doute lié au fait que l'utérus est un sac. Le sac, j'ai parlé de sac cutané, mais il y a le sac utérin, ça on n'y peut rien, c'est un fait anatomique. Par contre, que la limite nous renvoie plutôt au masculin, au paternel, là c'est très discutable parce que, je vais y revenir tout à l'heure, il y a bien sûr cette dimension limitante, elle n'est pas réservée aux hommes et aux pères. On espère que les femmes aussi et les mères qui s'occupent des bébés puissent être suffisamment limitantes et d'ailleurs que les pères ou les hommes puissent être également suffisamment contenants puisqu'il n'y a pas que l'utérus quand même, je viens de vous le dire, pour contenir un bébé. Il y a la voix, il y a le regard, il y a les paroles, il y a la pensée. Bon, mais quand même, l'idée c'est que la peau, mais finalement aussi tous nos cadres
thérapeutiques ou institutionnelles, et nos relations avec les enfants, pour les parents, que nos relations en général puissent être suffisamment contenantes et limitantes. Et Didier Houzel, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il avait repris et approfondi beaucoup ce concept d'enveloppe psychique, insiste toujours sur cette idée-là. Si un bébé rencontre des personnes qui n'ont le père, la mère, ou les professionnels, ou l'équipe de professionnels, qui n'ont pas bien intégré, pas bien équilibré leurs composantes féminines et masculines, leurs composantes de contenance et de limite, on peut être sûr, à coup sûr, il va jouer le clivage et s'infiltrer dans la brèche. Si au contraire, il rencontre des personnes, des professionnels, des parents, des professionnels, des équipes qui ont à peu près élaboré un bon équilibre entre la contenance et la limite, c'est-à-dire un bon équilibre entre les parties féminines et les composantes féminines et masculines du cadre, alors il va pouvoir s'en servir pour sa croissance et sa maturation psychique. Je viens de parler du cadre, et le cadre, alors ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, psy d'enfant comme psy d'adulte, il n'y a pas de dispositif qui puisse fonctionner sans cadre, évidemment, mais le cadre est un processus en fait extrêmement important, mais quand tout marche bien, qui est silencieux, dont on ne s'aperçoit pas. Quand le cadre est respecté, quand le cadre fonctionne, une fois qu'il est mis en place, c'est un processus constructif silencieux. Il y a un auteur argentin très important, mais qui s'appelle José Bleguer, qui avait eu cette phrase un tout petit peu pessimiste, mais qui est belle quand même et qui permet de se souvenir de quelque chose, là, qui disait le cadre, c'est comme les enfants et les histoires d'amour, on ne s'en aperçoit que quand ça pleure. Le cadre, c'est comme les enfants et l'histoire d'amour, on ne s'en aperçoit que quand ça pleure. Alors, je vous souhaite quand même de prendre conscience de vos histoires d'amour et de vos enfants, même quand tout va bien. Mais le cadre, c'est plus compliqué quand tout va bien. Je prends aussi parfois je fais aussi parfois la comparaison un peu brutale, mais avec un poisson dans un aquarium. Tant qu'il est dans l'eau, c'est le cadre de son existence, il n'en a pas conscience. Mais s'il tombe en dehors de l'aquarium et que l'eau vient à lui manquer, tout d'un coup, il va prendre conscience quand même de tout ce que l'eau lui apportait quand il était dedans et dont il ne se rendait pas compte. Il y a quelque chose comme ça dans le cadre. Tant qu'il fonctionne et tant qu'on est dedans, on n'en prend pas forcément conscience. Mais s'il y a un raté du cadre ou un manque de quelque chose, là, on voit bien les fonctions du cadre qui ne sont plus assurées. Et l'idée d'un cadre qui soit bien équilibré en termes de composantes féminines et masculines, ce serait un cadre malléable. Malléable. Et j'avance toujours dans la même idée, c'est que l'autorité aussi doit être pas seulement contenante, pas seulement limitante, là j'anticipe un peu sur ma conclusion, une autorité seulement contenante, c'est mou, une autorité seulement limitante, c'est dur, c'est de l'autoritarisme. Il faut dépasser ce clivage entre mou et dur, et peut-être que l'entre-deux, c'est la malléabilité qui n'a rien à voir avec la mollesse. Et là, je fais un petit couplet sur la malléabilité. C'est une très belle notion qu'on doit à Marion Milner. Marion Milner, qui était sculpteur, et il y a certains de ses livres ont été traduits en français, certains articles aussi. Et Marion Milner a notamment un livre dans la collection du Fil Rouge qui s'appelle Les mains du Dieu vivant. Enfin, elle était très intéressée par les matériaux, elle était sculpteur, les matériaux qui se déforment, les matériaux dans lesquels on peut imprimer quelque chose. Et son concept de malléabilité est en fait vraiment très, très fécond. Très, très fécond. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Et vous allez voir à quel point la malléabilité n'a rien à voir avec la mollesse. La malléabilité, ça a à voir avec la capacité de déformation, de se déformer sans se rompre et de garder la trace de ce qui a déformé. Ça, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous raconter la malléabilité en prenant un exemple concret, mais tout ce que je vais vous dire, essayez de l'entendre en pensant aux fonctions parentales, fonctions de la mère, au sein, aux fonctions parentales, aux fonctions de la mère, aux fonctions parentales, et aussi à nos fonctions thérapeutiques et à nos cadres institutionnels qui se doivent d'être malléables.
hein. Le cadre d'une institution, je pense à des adolescents en particulier, si le cadre est trop rigide, indéformable, ça sera de l'autoritarisme sans succès. S'il est trop déformable, trop mou, il n'aura pas non plus de vertu thérapeutique. Il faut l'entre-deux, c'est la malléabilité, hein. Tout à l'heure, Patrice a parlé de l'article de livre que j'ai écrit avec René Roussillon. René Roussillon a beaucoup développé la pensée de Winnicott et en France, et notamment la notion de médium malléable, qui est vraiment extrêmement utile. Et parler du médium malléable, c'est parler de l'intégration des composantes féminines et masculines de la bisexualité psychique. Alors, je prends l'exemple concret, puis vous écoutez tout ça sur d'autres niveaux, pour bien définir l'objet malléable. Pensez, il y a des jeux parfois qu'on vend aux enfants ou comme passe-temps dans les bureaux de tabac quand ils sont ouverts. Bon, c'est la seule chose qui reste ouverte, alors on peut aller voir. Parfois, ils vendent des petites boules d'une substance comme ça, déformable. Alors, c'est intéressant de détailler un peu les choses, parce que quand on la prend dans la main, cette petite boule, ouais, on le décrit comme un passe-temps, mais moi je pense que c'est plus profond que simplement un passe-temps. Ça réactive des processus psychiques précoces de l'ordre de la malléabilité. Eh bien, c'est un polymère, hein, c'est un polymère qu'on peut déformer. Et on peut enfoncer un peu les doigts dedans. Quand on enfonce les doigts dedans, on vit une expérience de fusion. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne sent plus, on ne perçoit plus très bien dans sa tête la limite entre la peau et la matière. Il y a quelque chose qui ne fait plus que un. Mais c'est une matière qui n'est pas collante. Donc on peut lâcher sans problème. Donc on peut expérimenter successivement le plaisir de la fusion, la perte des limites entre la matière et l'autre peau, le soulagement de la diffusion, le plaisir de la refusion, le soulagement de la dérefusion, etc., etc., vous voyez, hein, et de la rediffusion. Vous savez, déjà, quand on pense à une mère ou à un adulte qui a ces capacités-là, qui n'est pas collant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais vous allez voir, toutes les qualités que je vais ajouter les unes aux autres, elles sont fantastiquement utiles. Voilà, donc une substance déformable qu'on peut serrer de toutes les forces et qui ne se détruit pas, elle n'est pas friable. Elle n'est pas friable. On peut la serrer de toutes les forces, qu'il s'agisse de force d'amour ou de force d'hostilité. En tout cas, on peut la serrer, voilà, et elle ne se casse pas, et on peut lâcher. Et comme ce n'est pas une substance vivante, elle ne se venge pas non plus. Il y a pas de risque il y a pas de risque de retaliation. Il n'y a pas de risque de vengeance. Elle ne va pas nous sauter à la figure. C'est une substance inanimée. Voilà. Mais quand on lâche, eh bien, on voit notre empreinte dedans. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que on peut marquer quelque chose de nous dans la substance, hein. Et vous savez bien qu'en français, à nouveau un exemple dans la langue courante, que quand l'autre n'est plus disponible, qu'est-ce qu'il vous dit? Écoute, arrête, moi, j'imprime plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on n'imprime plus, c'est qu'on ne peut plus accepter quelque chose de l'autre et en garder la trace en soi. Alors, cette petite boule de polymère, elle a ces qualités-là. Elle est déformable, elle n'est pas friable, elle ne va pas se venger, et on peut imprimer quelque chose de nous en elle, comme dans une image en creux, hein. C'est une trace, un vestige, une image en miroir, mais en creux, notre empreinte. Voilà. Et puis, elle a cette capacité incroyable, très winnicottienne, c'est qu'elle survit à tout ça et qu'elle a une capacité d'auto-restauration et que quand on l'aura lâchée, tout doucement, pas trop vite pour qu'on puisse voir notre empreinte dedans, elle va reprendre sa forme initiale. Mais on garde l'espoir qu'elle a gardé la mémoire de l'empreinte qu'on y avait mise. Vous voyez, dit comme ça pour une petite boule de polymère, voilà, mais il faut reprendre tout ça pour la relation au sein, la relation à la mère, la relation au thérapeute, la relation à l'institution, la relation au cadre. Un cadre thérapeutique, c'est un cadre qui est déformable, mais qui ne vole pas en éclats, qui n'est pas mou, mais qui est transformable, et c'est un cadre dans lequel on peut projeter et imprimer, le plus souvent d'ailleurs les parties les plus archaïques de notre fonctionnement psychique, imprimer quelque chose de nous et avoir l'idée que le cadre va se souvenir
de ce qu'on aura mis de nous en lui et qu'il survit à nos éventuelles attaques. La survie de l'objet aux attaques, hein, c'est un concept winnicottien classique. Donc la malléabilité, vous voyez, est centrale dans mon raisonnement à propos de la bisexualité, à propos de la bisexualité psychique. C'est une bonne malléabilité, c'est une bonne intégration des composantes féminines et masculines, de contenance et de, féminine et masculine, de contenance et de limite, qui permet au dispositif de se déformer, d'être malléable et de se déformer sans se rompre. Et voilà. Si un bébé a affaire à une famille, une mère totalement atone, totalement déprimée, carencée, je veux dire, il ne va rien pouvoir imprimer de lui là-dessus. Hein. C'est un problème extrêmement important parce que pour se construire, on a besoin de se voir dans l'autre. Hein. Je prends souvent l'exemple de cette phrase magnifique d'André Breton qui disait à propos de l'amour fou, il pensait aux adultes, mais cette très belle phrase, « Je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles ». C'est vrai que dans les moments où on se sent un peu décontenancé, ou dans le désarroi, quelqu'un qui à ce moment-là vient nous donner de nos nouvelles, peut-être qu'on peut l'aimer d'un amour fou. Et bien pour le bébé, le développement précoce du bébé et toutes ces histoires de malléabilité, d'empreintes, de traces, etc., moi je trouve que le parallèle, si le bébé avait des mots, évidemment il ne les a pas, mais il nous dirait quelque chose comme « je ne me suis pas encore trouvé ». Et déjà, tu viens me donner de mes nouvelles, parce que tout le système des interactions précoces, c'est de renvoyer à l'enfant des indications, des signaux, des informations sur ce qu'il nous envoie à nous, adultes. Et pour ça, il faut qu'on soit malléable, il faut qu'on garde une trace de ce qu'il envoie en nous, etc. etc. Je ne reviens pas sur la malléabilité. Voilà, alors ça me paraît quand même des conditions très précoces dans le développement qui nous font comprendre ce dont l'enfant a besoin et de quel type d'autorité tout au long de son développement. Il va falloir qu'on essaye qu'on va devoir incarner. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais revenir sur la différence très importante entre interdiction et interdit. Ça rejoint vous allez voir, ça rejoint quand même mon propos. En français, on a la chance d'avoir ces deux mots-là. Et Didier Anzieux, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, y a insisté. Les interdictions viennent de l'extérieur, pardon. Les interdictions viennent de l'extérieur. Par exemple, il y a des panneaux d'interdiction de stationner. Et s'il n'y avait pas de panneau d'interdiction de stationner, enfin, on est maintenant 68 là dans le Zoom, je ne vous connais pas tous, mais je pense que sans panneau d'interdiction de stationner, il y a beaucoup d'entre nous qui stationneraient n'importe où. Il faut que la règle soit rappelée du dehors. Alors que l'interdit, c'est une interdiction qui vient du dedans. C'est une interdiction qu'on se donne à soi-même à partir du dedans. Et en termes psychanalytiques, à partir de notre surmoi, évidemment. Mais c'est René Spitz qui a bien montré que les interdits découlent des interdictions. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. L'exemple de l'interdit prototypique, c'est l'interdit de l'inceste. Il n'y a pas de panneau d'interdiction de l'inceste. Et ça fonctionne quand même comme un repère très important pour l'organisation de nos sociétés. Mais même dans le code pénal, c'est intéressant ça, hein, même dans le code pénal, le mot d'inceste n'est pas prononcé. Ce qui est condamné, c'est la relation sexuelle aggravée par le lien de parenté, mais le mot d'inceste n'est pas prononcé. Et il y a toute une discussion entre juristes et psy d'ailleurs, pour savoir si on doit modifier le code pénal pour introduire le terme d'inceste. Et au regard de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas absolument certain. Parce que l'interdit de l'inceste ne doit pas fonctionner comme une interdiction, qui est toujours fragile, mais comme un interdit qui est profondément intégré de l'intérieur et qu'on n'a même plus besoin de nommer pour qu'il fonctionne.
la loi, la loi fonctionne comme une interdiction du dehors, les interdits fonctionnent comme une loi intérieure, mais qui n'a pas besoin forcément d'être nommée. Elle fonctionne parce qu'elle a été intériorisée à partir des interdictions. Et je parlais de René Suisse, que c'est lui qui nous a permis d'éclairer un peu le passage des interdictions aux interdits dans le développement de l'enfant. Parce que pour avoir des interdits, il faut pour mettre en place des interdits, pour intérioriser des interdits, il faut évidemment un certain degré de différenciation que le bébé tout de suite n'a pas. Alors au début, on va surtout surtout quand il commence à marcher, par exemple, hein, à partir de 10, 12, 15 mois, il va commencer à explorer toute la maison. Enfin, vous savez bien, l'âge des bêtises, comme on disait autrefois, Vallon et d'autres. Et là, à ce moment-là, le bébé, l'enfant, va être soumis à toute une cascade d'interdictions. Touche pas ci, touche pas ça. Enfin, c'est la chanson de Jacques Dutronc, hein, fais pas ci, fais pas ça, etc. Et c'est vrai que c'est sans doute, on s'en souvient pas vraiment, il y a l'amnésie infantile, mais c'est sans doute assez lassant. Dès que le bébé fait quelque chose, on lui dit non. Euh, et c'est frustrant, ça doit être assez pénible, un peu lassant. Alors ça dépend des enfants, ça dépend bien sûr des milieux familiaux, mais vous voyez le mouvement. Au début, donc, des interdictions multiples, ne serait-ce que pour veiller pour sa sécurité et qui ne mettent pas, par exemple, ses doigts dans les prises électriques. Bon. Alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir, il y a des familles où on met des fausses prises dans les prises électriques, hein, pour protéger l'enfant, mais en fait, on s'aperçoit, mais pour ne pas avoir à dire tout le temps non. Dans les familles où on ne met pas les petits bouches prises électriques, ben, on s'expose à devoir dire tout le temps non à l'enfant s'il veut s'approcher de la prise électrique. Donc, vous voyez, chaque choix éducatif révèle un monde de représentation. C'est ça qui est passionnant. Bon, bref, toujours que l'enfant entend fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Et selon Spitz, quelle est sa solution pour essayer de lutter contre ça? Eh bien, il va s'identifier à l'agresseur, ou à l'agression, comme vous voulez. S'identifier à l'agresseur. C'est-à-dire qu'on lui dit non toute la journée, c'est pénible, c'est frustrant, et pour se défendre contre la frustration, eh bien, par exemple, il va dire tout le temps non à son ours en peluche. Il va devenir très interdicteur avec sa poupée. Il va reprendre à son compte l'interdiction de l'adulte pour l'imposer à un substitut de lui-même. Et il faudra encore attendre un certain temps pour qu'il puisse intérioriser cette interdiction et se dire non à lui-même, mais cette fois-ci du dedans. Mais vous voyez que ça passe par un petit détour par l'extérieur, l'identification à l'agresseur qui va être jouée avec des objets externes avant de pouvoir se retourner contre lui-même et s'intérioriser. En français, vous avez un très bel exemple dans la langue de ça, c'est que les enfants vont d'abord dire non. Ça, c'est, hein, Spitz a montré que les enfants disent bien sûr non. Il n'a pas montré, on le voit tous. Les enfants savent dire non avant de savoir dire oui. Il y a des gens qui continueront toute leur vie d'ailleurs à ne savoir que dire non, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Bon, non, non. Et quel est l'intermédiaire entre non et oui en français? C'est si. On dit à l'enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mets pas tes doigts dans la prise, ne touche pas ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire si. Et qu'est-ce que c'est que le si? C'est une identification de l'agresseur, parce que quand on dit si à quelqu'un qui nous dit non, c'est comme si on disait non à son nom. Tu me dis de ne pas mettre les mains dans la prise électrique, eh bien moi je dis si. Ça veut dire je le ferai quand même parce que je ne veux pas de ton non. Le si, c'est le non au non. Et c'est un petit pas vers le oui. Oui, je ne mettrai pas mes doigts dans la prise. Vous sentez le mouvement, c'est très graduel. On lui dit non, il s'identifie à l'agresseur et il lui dit lui-même non. Non, je ne veux pas de ton nom. Ça donne si. Mais bon, il y a qu'en mathématiques que 2 fois moins font plus exactement. Hein. Là, c'est non par non, c'est pas exactement oui encore, c'est si. Et puis ensuite, on pourra venir au oui, le oui de j'ai intériorisé le non et je sais que moi-même, du dedans, je ne dois pas mettre mes doigts dans la prise électrique. C'est le passage. Ça illustre très bien le mouvement d'identification à l'agression, à l'agresseur que Spitz a essayé de théoriser. C'est pas qu'il a essayé, qu'il a théorisé de manière magistrale.
Voilà, donc au fond, le but de notre autorité malléable, ce serait qu'elle soit intériorisable. Si un manque d'autorité n'est pas intériorisable, c'est complètement informe, c'est difforme. Une autorité trop rigide, trop limitante, n'est pas intériorisable non plus, elle est trop dure. La seule autorité qui soit intériorisable et qui va permettre à l'enfant d'intérioriser les interdictions pour en faire des interdits, c'est une autorité malléable. Et je redis que pour moi, l'autorité, enfin pour moi et d'autres, l'autorité malléable, c'est une autorité qui est bien équilibrée en termes de contenance et de limites, donc bien équilibrée en termes de composantes féminines et masculines, d'où l'idée d'une bisexualité psychique. Voilà, alors ça, après ça, j'avais tout un passage sur la découverte de la bisexualité psychique. Je préfère, je ne vais pas faire trop long là, parce que je préfère qu'on laisse du temps pour le débat proprement dit. Je vais peut-être pas être trop long là-dessus. Simplement, vous rappeler quand même, et c'est pour ça que cette notion de malléabilité et de bisexualité psychique est quelque chose de complexe, c'est que la découverte des sexes, qui est fondamentale et fondatrice, est en fait très difficile. Est en fait très difficile. Et quand on dit que l'enfant découvre la différence des sexes, donc ce qui est féminin, ce qui est masculin, eh bien, en réalité, on devrait plutôt dire qu'il va longtemps lutter contre le fait d'admettre cette différence. Cette différence est fondamentale, elle est fondatrice, mais elle est dure à avaler, si j'ose dire ainsi. Et c'est l'histoire de la découverte de la différence des sexes, c'est l'histoire d'un long combat pour la refuser. Et d'un combat qui n'est peut-être jamais gagné, d'ailleurs. Et on fait les malins parfois quand on est adulte, mais en réalité, la différence des sexes est un petit scandale euh, indéfiniment pour chacun d'entre nous, même quand on est psy. Hein, déjà, c'est compliqué de savoir ce que soi on a en tête. Hein. Savoir ce que l'autre a en tête est très compliqué. Savoir ce que l'autre sexe a en tête est très compliqué. Freud avait l'élégance de dire que pour lui, les femmes étaient un continent noir. Je ne sais pas si les femmes... Alors les femmes, de temps en temps, disent « Oh, les hommes sont bien plus simples que nous. Bon, si ça les rassure, qu'elles continuent à le penser. Mais je crois que chacun pense très fondamentalement que l'autre sexe a quelque chose de très énigmatique pour nous. À Biarritz, Patrice s'en souvient peut-être, j'avais raconté qu'un jour, quelqu'un il y a quelques années, m'avait offert un cadeau. Enfin, il y avait un livre qui existait encore, je ne sais pas si on le trouve en ce moment, enfin pas en ce moment, mais qui était une espèce de facsimilé de l'édition de la collection NRF chez Gallimard, vous savez, la collection blanche avec le fil rouge autour, enfin, cette collection prestigieuse de chez Gallimard, et qui est un livre de 250 ou 300 pages. Et c'était, je ne me rappelle plus l'auteur qui avait été choisi, mais enfin, en tout cas, c'était tout ce que les hommes savent sur les femmes. Et bon, ben, j'ouvre le livre et je le feuillette, 300 pages blanches. Il avait dû être vite édité, celui-là, mais c'était quelque chose de profondément juste. Et on aurait pu d'ailleurs faire le même cadeau à l'inverse. Hein. Tout ce que les femmes savent sur les hommes, 300 pages blanches. Je crois que c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre et la tête de l'autre qui est d'un autre sexe en particulier. Alors au début, c'est une lutte. C'est une lutte, absolument. J'en prends quelques exemples chez l'enfant. Et je vais aller vite, mais quand même, c'est important parce que quand on dit autorité bisexué, il y a quelque chose qui a à voir avec ce combat initial pour refuser d'abord la différence des sexes. Par exemple, quand les enfants commencent à remarquer que à l'école, à la crèche d'abord, à l'école ensuite, que certains ont un zizi et que d'autres n'en ont pas, ça ne veut pas encore dire homme-femme tout de suite pour eux. C'est un sujet de curiosité.
Et si on écoute bien, on voit des petits garçons dans notre contexte socioculturel qui donnent une prime au masculin, enfin au pénis et donc au phallus qui s'y attache. Dans notre contexte socioculturel, on voit des petits garçons très gentils à ce moment-là avec les petites filles et qui vont leur dire, bon, ils n'ont pas lu Freud, hein, mais qui vont leur dire, bon, t'inquiète pas, ça va repousser. C'est-à-dire qu'ils essaient de consoler la petite fille, mais en même temps, ils essayent de se rassurer en disant le pénis va lui revenir. C'est quoi? Il n'y a pas de différence des sexes, c'est inacceptable. Ensuite, on va voir des petites filles qui vont avoir des conduites d'ambition phallique. Anna Freud en a beaucoup parlé. Faire du cheval, se conduire comme un garçon manqué. Qu'est-ce que c'est qu'un garçon manqué? C'est un garçon à qui il ne manque que ça. Et comme si, en se conduisant comme un garçon, elle pouvait en quelque sorte dénier la différence des sexes. On voit aussi dans certains dessins d'enfants quelque chose de très touchant. On appelle ça le fantasme de la mère pénienne. Hein, quand on demande aux enfants de dessiner un bonhomme. Alors, vous voyez, déjà, je ne m'aventure pas sur la question des discours plus ou moins genrés, hein, mais on dit tous, dessine-moi un bonhomme. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle le dessin du bonhomme, le test de Boudinov, ça ne s'appelle pas le dessin de la bonne femme. Pourquoi? Déjà là, ça tiraille d'un côté et de l'autre. Hein. Bon, enfin bref, on voit les petits garçons qui dessinent, par exemple, une femme merveilleuse avec des cheveux blonds. Pour les petits garçons, hein, les femmes merveilleuses ont souvent des cheveux blonds dans les dessins. Je ne veux pas décourager un certain nombre de personnes que je vois sur la mosaïque, là, mais la femme idéalisée, elle est blonde. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, donc blonde, une belle robe, tous les attributs féminins caricaturaux. Et puis, quand on lui reprend le dessin, au dernier moment, dans certains cas, on voit l'enfant qui rajoute un petit trait entre les deux jambes, furtivement, un petit pénis. Comme s'il était en train de nous dire, bon, d'accord, je sais bien, mais quand même, hein, quand même. Chaque fois qu'il y a cette phrase, cette pensée, je sais bien, mais quand même, on est dans le clivage et le déni. Hein. C'est Octave Badoni qui avait bien montré ça. Voilà. Et en particulier, l'enfant, c'est le dernier barreau d'honneur, dit, bon, d'accord, il y a des femmes, il y a des filles, il y a des femmes, on n'a pas tous un zizi, d'accord, mais quand même, ma mère, si. Je sais bien que les femmes n'en ont pas, mais quand même, ma mère, si. Dernier barreau d'honneur. Vous voyez comme c'est difficile d'accepter que vraiment toutes les femmes n'ont pas de zizi. Hein. Et puis, il y a quelque chose aussi que je peux vous raconter à vous, parce qu'on est on est entre gens au parfum. Quand je raconte ça parfois aux étudiants en médecine, ils ne me croient pas, mais vous allez me croire, je pense. Le fétichisme, le petit fétichisme, enfin l'intérêt qu'un certain nombre, que beaucoup d'hommes portent au dessous féminin. C'est pas du fétichisme, il ne faut pas exagérer, mais enfin les hommes aiment bien les dessous. Bon. Beaucoup d'hommes seraient très étonnés si on leur disait qu'en surinvestissant les dessous féminins, est-ce que c'est vraiment la féminité qu'ils investissent, ou plutôt ce dernier moment avant que la femme soit nue, où ils peuvent encore se faire croire qu'elle a un zizi? Je vous laisse réfléchir à ça, ça vous égayera la soirée. L'attrait pour les dessous féminins n'est peut-être pas un surinvestissement du féminin, mais un déni de la castration, un déni de la différence des sexes, dernier moment où on peut encore se faire croire à la bisexualité pour tous. Ça, bon, j'arrête là-dessus parce que ce n'est pas absolument indispensable dans mon propos, mais c'est juste pour dire que la notion de différence des sexes est très compliquée à admettre. C'est un long chemin, un long combat. Et donc, l'idée de bisexualité peut être défensive, avec d'ailleurs deux versions différentes. Quand on dit bisexualité, est-ce que ça veut dire les deux sexes pour tout le monde ou simplement le même sexe pour tous? Pas pareil, c'est deux versions différentes de la bisexualité et il faudrait remonter jusqu'au mythe de l'androgyne et à Platon pour essayer de discuter de ça. En tout cas, c'est vrai que la notion de sexualité s'enracine étymologiquement dans le terme de sécaré qui indique bien la division, pas forcément la castration, mais la division entre les deux sexes et une division qui est vraiment, vraiment difficile à intégrer tout au long de la vie. Mais malgré tout, c'est l'autorité bisexuée
qui est probablement la plus utile, et j'en viens à la dernière partie de mon propos, pour dire que, pour revenir sur les composantes féminines et masculines. Et c'est intéressant au regard des nouvelles parentalités, parce que les débats sont très vite polémiques si ils sont trop genrés, justement, si on se réfère trop à la question de l'identité du genre. Vous avez vu, enfin je pense que vous avez senti que j'essaye vraiment de dire que les composantes masculines ne sont pas réservées aux hommes et que les composantes féminines ne sont pas réservées aux femmes. Il y a probablement un équilibre quantitativement différent. Il y a peut-être plus de composantes féminines chez les femmes et plus de composantes masculines chez les hommes, mais il faut qu'on reste très modeste parce que qualitativement parlant, en termes d'interaction précoce, nous ne savons pas dire si le féminin des hommes est qualitativement comparable au féminin des femmes dans les interactions et si le masculin des hommes est comparable au masculin des femmes. Bien sûr, il y a de la limite et de la contenance des deux côtés, mais est-ce que qualitativement, on a encore un énorme travail devant nous, est-ce que qualitativement, on a la possibilité, est-ce qu'on peut différencier le féminin des femmes, le féminin des hommes, le masculin des femmes, le masculin des hommes, l'équilibre entre ces différentes composantes. On a vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête pour aborder la question des parentalités. Dans les ce qui est important pour l'enfant, c'est d'être confronté à la différence. Et vraiment, je vous renvoie à un livre fantastique de Catherine Chabert, il y a 2, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, dans la petite collection bleue des presses universitaires de France, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle L'amour de la différence. Ce qui est vraiment structurant pour un enfant, c'est d'être confronté à une différence, mais à une différence bien équilibrée. Et pour ça, il n'y a pas que le couple hétérosexuel, il n'y a pas que le couple parental hétérosexuel. Quand l'enfant est confronté à un seul parent, ça peut arriver, puis depuis la nuit des temps, ça arrive, parce qu'il n'y a pas d'autres parents, ou parce qu'un parent est mort, eh bien, il faut que le seul parent qui est là, apporte à l'enfant un bon équilibre dans la différence entre ses propres composantes masculines et féminines. Dans un couple hétérosexuel, si tous les enfants de couple hétérosexuel allaient bien, il y a longtemps que ça se saurait quand même. Pourquoi c'est compliqué aussi dans les couples hétérosexuels? Parce que chacun des deux parents a un équilibre à trouver entre ses composantes féminines et masculines, et qu'ensuite cet équilibre doit aussi se rejouer entre les deux. Dans un couple hétérosexuel, on est 4. Il y a le féminin et le masculin de la femme, il y a le féminin et le masculin de l'homme, et puis ça se croise plus ou moins. Il y a des couples hétérosexuels qui ont quelque part un fonctionnement intrapsychique et homosexuel. L'homme aime la femme pour ses composantes masculines, et la femme aime l'homme pour ses composantes féminines, par exemple. C'est un équilibre qui peut tout à fait maintenir solide le couple hétérosexuel, mais du point de vue de l'enfant, ça peut être des choses qui sont plus ou moins compliquées à intégrer. Il ne faut pas croire que dans les couples hétérosexuels, tout est croisé. S'il y a du féminin et du masculin de chaque côté, ça s'organise et ça se relie de manière variée. Et dans les couples homosexuels, là aussi, que ce soit des couples homosexuels de femmes ou des couples homosexuels d'hommes, il y a du féminin et du masculin chez les deux protagonistes, et ça s'articule de manière plus ou moins croisée ou hétéro-croisée. Si je voulais être un peu provocant, je dirais, il y a certains couples homosexuels qui fonctionnent, au niveau que j'indique là, de manière plus hétérosexuelle que certains couples dits hétérosexuels ou hétérosexuels anatomiquement parlant. Vous voyez, donc pour l'enfant, ce qui compte, ce n'est pas tellement homme-femme, c'est féminin et masculin. Le féminin de chacun, le masculin de chacun, quantitativement et qualitativement, et honnêtement, on en sait encore relativement peu là-dessus. Voilà, donc soyons assez prudents, et à la lumière de tout ça, et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de l'autorité? Alors l'autorité d'un parent, ou l'autorité d'un professionnel, ou l'autorité d'un thérapeute, ou l'autorité d'une équipe, hein, puisque à tous ces niveaux-là, on va pouvoir retrouver les différents éléments que j'ai essayé de déployer là.
Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que la seule autorité qui puisse vraiment marcher, c'est justement une autorité et féminine et masculine, même si je ne sais pas définir qualitativement exactement le féminin du masculin dans chaque sexe. Pour les adolescents, par exemple, il y a eu toute une époque où on a, développé, enfin créé des lieux d'écoute. Des lieux d'écoute. C'est très intéressant, les lieux d'écoute. Et si je pensais que ça n'avait aucun intérêt, il vaudrait sans doute mieux que je change de métier. Mais seulement écouter ne sert à rien. Ce qui est thérapeutique, c'est d'abord d'écouter et ensuite de transformer. La composante de transformation marque une limite aussi à l'écoute. C'est-à-dire que les lieux d'écoute pure sont mous. Les lieux où on n'écoute rien sont trop durs. Il faut avoir une personne ou un dispositif qui à la fois accueille, écoute et contient, mais qui ensuite transforme, restitue et marque la limite de ce qui est possible ou pas possible. Donc l'autorité doit vraiment, ne peut pas être purement féminine, si je garde mon exemple, ou purement masculine. Elle se doit d'être effectivement et féminine et masculine. Et on peut dire ça des différents niveaux de l'autorité. L'autorité par rapport à la violence fondamentale, l'autorité par rapport à la violence winnicottienne, l'autorité par rapport à la violence oedipienne, mais ça, je vais peut-être laisser pour la discussion. Alors finalement, si des parents nous disent, mais alors qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je mets en scène une autorité suffisamment malléable, suffisamment bisexuée? Bon, probablement, ce n'est pas une question de recette. Je crois qu'il faut aussi aider les personnes à réfléchir un petit peu sur leur propre composante féminine et masculine et donc sur leur histoire. Mais quand même, on peut leur dire un certain nombre de choses. Avant que l'enfant puisse intérioriser des interdits, on l'a vu tout à l'heure ensemble, il faut quand même qu'il soit confronté à des interdictions. Voilà. Alors ensuite, chaque famille a ses valeurs et sa culture. Et chacun a le droit d'avoir ses valeurs et sa culture. Donc on ne va pas leur dicter ce qu'ils ont à faire, mais dans leurs valeurs et dans leur culture, je crois qu'il faut aider les gens à faire un peu une hiérarchisation des interdictions. On ne peut pas tout interdire. Tout interdire, c'est trop dur. Ne rien interdire, c'est trop mou. Mais chaque famille a à réfléchir à ses valeurs et à se dire, bon ben voilà, il y a quelques interdictions principales sur lesquelles je ne céderai pas, et les autres, on peut transiger un petit peu. Si on est dans le trop dur, c'est inintériorisable. Et donc l'enfant ne passera jamais de l'interdiction à l'interdit. Donc il y a une hiérarchisation des interdictions. Bon, moi, vous le savez peut-être, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de la pouponnière de Budapest et à l'approche piclérienne. Amy Pickler était une des grandes pédagogues du XXe siècle. Et là-bas, entre autres, il y a certaines interdictions qui sont des interdictions en rouge. Celles-là, on ne transige pas. Celles-là, on ne transige pas. Et les interdictions qui sont en rouge sont des impératifs absolus. Dans chaque enfant a besoin de certaines interdictions qu'on n'a même pas besoin d'expliquer. Moi, j'ai beau être un psychanalyste, je crois que de temps en temps, l'adolescent, l'enfant doit trouver un nom parce que c'est non, c'est comme ça, point. Ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Si on commence à vouloir tout expliquer, déjà, c'est qu'on se sent fragile. L'enfant a besoin pour se construire de certaines interdictions qui soient intangibles. Mais pas beaucoup, pas tout. Tout ne peut pas être sur ce plan-là, sinon ça devient un monde impossible pour l'enfant. Il y a 2, 3 interdictions de valeurs éthiques, morales ou autres. Ça, c'est comme ça. Je sais pas, je veux dire, on n'explique pas aux enfants pourquoi on ne tue pas le voisin. Enfin, en ce moment, je veux dire, d'ailleurs, c'est des choses qu'il a dû falloir expliquer, justement. Enfin, je veux dire, normalement, celle-là, par exemple, ne s'explique pas. C'est comme ça, sans embâge. Et puis, il y a d'autres interdictions moins rouges, comment dirais-je, plus dialectisables, où là, on peut expliquer. Et puis surtout, ce qui est très intéressant dans l'approche piclérienne, c'est que ce qu'il faut faire comprendre à l'enfant, et là, je trouve
qu'on est dans un mixte d'écoute et de limites, c'est de dire à l'enfant, ben voilà, sur certaines choses, c'est vrai, la loi est la même pour tous. Tous les enfants, aucun enfant n'a le droit de faire ceci ou cela. Mais ce que je peux essayer de voir avec toi, c'est pourquoi pour toi, c'est si dur à accepter cette interdiction. Et ça c'est un bon mélange, je trouve. C'est une bonne malléabilité. Le cadre, c'est non, et c'est non pour tout le monde, mais on peut réfléchir ensemble pourquoi pour toi, c'est si difficile à accepter. Ça, c'est au cœur même de l'approche piclérienne, que ce soit en collectivité, mais je crois en famille aussi. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je rappelle que Daniel Marcelli, il y a quelques années, avait repris la question des enfants tyrans, des enfants rois, des enfants chefs de famille. Et il y a eu tout un mouvement qui a cherché à dire que si les enfants étaient devenus des enfants rois, des enfants tyrans, c'est parce qu'on avait appliqué bêtement les conseils de Françoise Dolto. Je voudrais vraiment dire que ça, c'est des caricatures de la pensée de Françoise Dolto. Françoise Dolto n'a jamais dit, parce qu'elle ne l'a jamais pensé, qu'il fallait laisser faire aux enfants tout ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, quand on repense au personnage de Françoise Dolto, il y avait, même dans son apparence physique, il y avait quelque chose d'à la fois très féminin, très rond, très contenant, et en même temps, il y avait quelque chose d'extrêmement ferme et cadrant. L'absence de cadre n'est en rien la liberté. Il n'y a pas de liberté qui puisse se définir qui puisse se définir sans se référer à un cadre. Et les enfants tyrans et les positions de Dolto n'ont jamais été une invitation au laxisme. Après, on les a utilisés peut-être de manière caricaturale. Et aujourd'hui, alors peut-être ça retombe un petit peu en ce moment, mais c'est vrai, Daniel Marcelli avait raison, il y a eu un moment où on avait vraiment l'impression que les parents n'osaient plus imposer la moindre limite à leurs enfants. Est-ce que ça les renvoyait eux-mêmes à une histoire personnelle sans limite? Je ne sais pas, chaque cas est différent. En tout cas, si on peut aider les parents, c'est de leur faire sentir que les enfants ont besoin de limites. Ils ne peuvent pas construire leur liberté sans se référer à un cadre et à des limites, mais que ces limites doivent être bien équilibrées en limites contenantes, la notion de sac, et en limite limitante, la notion de revêtement. Le cadre est tout cadre, et le cadre éducatif doit être un cadre bisexué dans ce sens-là. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là-dessus et de prendre un peu de temps pour la discussion. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Tu m'entends là? Oui, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup de ton intervention. J'aurais une demande particulière à te faire, mais peut-être que tu voudrais t'arrêter de parler 5 minutes. Tu viens de parler un peu plus d'une heure. Tu te rappelles à Biarritz, tu avais parlé de cette expérience Ah où oui, les enfants étaient portés dans une pouponnière. Est-ce que tu pourrais la réévoquer parce qu'elle était particulièrement oui. parlante? Ça c'était à propos de la naissance de l'identité sexuée, hein, j'avais dit ça. Oui. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu trop m'apesantir là-dessus. Oui, ça t'avait frappé, tu t'en souviens. C'était pour dire que la question du genre, dont on parle beaucoup, et qui a évidemment des composantes sociales, culturelles. Chaque groupe social et culturel met le sexe masculin ou le sexe féminin dans une position particulière. Dans nos sociétés, bon, bah, c'est encore le cas, on le sait bien, hein, le fait d'être un homme donne un pouvoir que les femmes n'ont pas. Il y a tout un combat pour ça, je sais bien, mais enfin, il y a encore du chemin. Et on se bat beaucoup pour savoir si les enfants doivent être habillés comme ci ou comme ça, s'ils doivent jouer à tel ou tel jeu, à la poupée, aux petites voitures, en rose, en bleu, enfin tout ça n'est pas inintéressant. Mais l'expérience à laquelle tu penses, je crois, j'avais utilisé pour montrer que le combat, le travail et qui nous attend est encore immense parce que l'identité de genre, c'est dès les premiers instants que ça commence. Et probablement parce que ça commence déjà in utero, dans les représentations fantasmatiques des parents à propos de l'enfant qui va venir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, après toute une période, quand l'échographie est apparue, Michel Soulet, qui m'a beaucoup appris, disait
c'était un jeu de mots un peu, il disait que l'échographie, avec la révélation très précoce du sexe de l'enfant, jouait comme un interrupteur volontaire de fantasmes. Il faisait le parallèle entre IVF et IVG à l'époque. Bon. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde a voulu tout de suite savoir est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. Et puis, au fil des années, et aujourd'hui, alors, on voit beaucoup, beaucoup de couples qui ne veulent pas savoir. Qui ne veulent pas savoir. La complication pour l'échographiste, c'est si l'un veut savoir et l'autre n'a pas envie de savoir. Mais enfin bon, c'est compliqué, chaque cas. Parce que c'est comme si les parents avaient envie de pouvoir rêver tout au long de la grossesse, selon les jours, les moments. Est-ce qu'on attend un petit garçon? Est-ce qu'on va avoir une petite fille? Est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas quoi? Je ne sais pas s'ils rêvent d'avoir un transgenre, mais enfin, tout est possible. Hein. Bon. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de couples qui ne veulent pas savoir trop vite le sexe, la détermination du sexe de l'enfant. Et en réalité, cette question de l'identité de genre, hein, c'est pas pareil. Il y a l'identité sexuelle, l'identité de genre. Elle va être au travail tout de suite. Voilà. Et ce que Patrice voulait que je raconte, c'est cette expérience qu'on a faite à Necker où, au jour zéro, l'enfant naît. Alors, le jour zéro, ou à vrai dire, ou le lendemain. Et on avait demandé que les enfants soient habillés en blanc, enfin en tout cas pas en bleu ni en rose. Et on a pris des photos de l'enfant tout seul dans son berceau, de face, habillé en blanc. Et on a montré ces photos à un certain nombre de personnes en leur demandant, d'après vous, est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille? C'est cette expérience-là dont tu Oui, voulais apprendre. absolument. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que c'est un garçon ou une petite fille? Et on a eu beaucoup d'erreurs, 30% à peu près d'erreurs sur la photo. Bébé immobile, habillé en blanc, ni bleu ni rose, 30% d'erreurs. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Vous pourrez y réfléchir ou regarder des photos, c'est difficile parfois. Le même bébé, le même jour, habillé pareil, dans les bras des parents, mais à qui on avait demandé de ne pas parler, pour ne pas révéler le prénom de l'enfant, sans parler, mais le bébé dans leurs bras, simplement leurs gestes, des petites vidéos, cette fois pas des photos, les mêmes publics, il n'y a plus que 5 ou 10% d'erreurs. Ça veut dire que dès le premier jour, dans la façon de le tenir, la façon de le contenir, de le toucher, de le prendre dans les bras, de le porter, il y a des indications qui permettent à l'autre, à l'observateur, de savoir si c'est plutôt un petit garçon ou une petite fille. Alors vous pensez bien que si l'observateur en tiers s'en rend compte, l'enfant aussi. Bon. Mais à partir de là, comment est-ce qu'il va construire sa différence, son rapport à la différence? Ça, c'est quand même une autre question que j'ai un petit peu plus abordée tout à l'heure. Oui, voilà, ça me semblait vraiment être être une expérience déterminante parce Ouais. que on voit bien comment ça se passe. Ça veut dire qu'en gros, on ne décide pas de son sexe tout seul et comment ça dépend aussi de la façon dont on est porté. Je veux dire, c'est encore une fois savoir avec l'autre. Voilà. Et c'est vrai que toutes les régulations sociales n'ont que peu de prise sur les représentations mentales des parents au moment où le premier jour, ils tiennent leur enfant dans leurs bras. Hein. Exactement. Ou en tout cas, elles ont sûrement un impact, mais elles ont pas, c'est pas conscientisé ça chez les parents. Et c'est pourtant efficient et à l'œuvre tout de suite. Voilà, c'est à l'œuvre absolument tout de suite et c'est dans la relation absolument tout de suite et ça me semble vraiment déterminant. Alors, on va demander à notre public d'écrire ces questions dont je me ferai votre porte-parole. Donc, je vous laisse un peu de temps pour l'écrire, comme ça, parce que sinon, vous êtes 60, donc on va forcément faire le tri. Le temps que vous écriviez, je voulais peut-être faire quelques remarques. D'abord, te remercier vraiment, et je pense au nom de tous, de cette formidable intervention. Pour un tas de raisons, d'abord pour son intérêt en elle-même, mais aussi la façon dont tu désamorces toutes les questions de pouvoir. Parce que souvent, nous sommes dans nos institutions, dans nos actions syndicales, dans tout ça, nous sommes tout le temps confrontés à cette question du pouvoir et au lieu de savoir qui a le pouvoir, qui est souvent une façon de refouler les vraies questions,
très probablement ce que tu viens d'expliquer, à savoir les composantes masculines et féminines. Et que je crois que lorsqu'on se demande qui a le pouvoir, ça sert essentiellement à refouler de savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Absolument. Et tu as bien montré aussi que l'autorité, elle a un but. C'est pas une fin en soi. Et ça, c'est quand même C'est un moyen, absolument. Oui. c'est un moyen, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop souvent. Et je crois que ce que tu viens de dire, que ce soit à titre éducatif ou que ce soit à titre thérapeutique, que ce soit à titre familial, que ce soit, voilà, c'est institutionnel. L'autorité, c'est pas une fin en soi. Et je crois que tu as très bien montré ce processus, comment on passait d'une étape à l'autre, comment on passe du non au si, du si au oui, que tout ça est processuel, que ce n'est pas un protocole qui s'applique, mais c'est quelque chose qui s'imprime progressivement. Un processus qui se co-construit, effectivement. Voilà, c'est un processus qui se co-construit et une autorité se définit dans une institution. C'est comme un style. Il y a un style de l'autorité selon chaque institution. Et ça, je crois que vraiment, tu l'as très, très bien montré. Et ça, j'ai envie de dire, ça désamorce cette question de l'autorité qui sert actuellement essentiellement de repoussoir, quoi. Dès qu'on parle d'autorité, ça y est, c'est forcément limitant. C'est forcément l'abus de pouvoir. Alors que l'autorité, c'est pas ça. Voilà. Absolument. Merci de ces commentaires. Dis-moi, tu sais, peut-être certaines personnes peuvent aussi poser leurs questions par oral si elles se manifestent, non? Ben, Facile on n'est pas très nombreux, finalement, je crois que ça peut se faire. Voilà. Alors, là, il y a des questions qui arrivent. Il y en a une qui est, pouvez-vous dire quelque chose, mais peut-être que oui, oui, effectivement, ce sera plus vivant si. Nous avons craint qu'il y ait plus de monde et que donc ce soit un peu un brouhaha, mais je crois qu'on va pouvoir rebrancher tous les micros, Rania. Tu peux faire ça, Rania? C'est-à-dire que si on rebranche tous les micros, ça fait beaucoup de boucans. Mais peut-être que si quelqu'un veut parler, tu sais, il signale avec la petite main. Tu sais, Ah, d'accord. Ah, euh, ça, je suis pas au courant. Rania, tu sais faire ça? Oui. Non, mais en fait, il faut demander la parole. Ou alors, je vais réactiver tous les micros. Et à ce moment-là, la personne qui veut parler, elle active. C'est ah, plus simple. d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors là, j'ai une question. Merde. Patrice, ton micro est fermé là. Voilà. Voilà. Il est rouvert là? Oui, Voilà. c'est bon. Alors, il y a une première question assez marrante qui est pourquoi faire du cheval est un attribut phallique pour la petite fille? Effectivement, le cheval, je crois que ça concerne pas mal de gens. Il y en a une seconde qui est pouvez-vous nous dire quelque chose de la différence entre pouvoir et autorité? Alors, ensuite, la question du. Oui, j'ai été un peu vite là. La question du cheval, c'est Anna Freud qui avait pris cet exemple-là. La question est intéressante. Hein. Qui avait pris cet exemple-là dans son livre Les lignes du développement pour essayer de montrer que certaines petites filles, les garçons manqués donc, que j'ai évoqués, pouvaient des activités que les petites filles démontraient ce qu'elle appelle des ambitions phalliques. Voilà, c'est parce que bon, alors, et elle disait, mais elle avait pris cet exemple, vous faites bien de le relever d'ailleurs, pour dire qu'il fallait relativiser. C'est pas parce que monter à cheval fait que la petite fille a quelque chose entre les jambes que c'est forcément une ambition phallique. Et qu'en fait, pour chaque petite fille qui fait du cheval, il faut essayer en profondeur, voir à quoi ça la renvoie. Certaines petites filles vont être attirées par l'amour du cheval, par la vitesse, par le galop, par ceci, par cela. Peut-être que parmi toutes les petites filles qui font du cheval, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, plus masculin, mais ça n'est Alain Freud prenait cet exemple pour justement dire ça n'est pas valable comme ça de manière univoque et monotone pour toutes les petites filles. Mais bon, disons, c'était un symbole un peu caricatural d'avoir quelque chose entre les jambes. Tiens, j'en profite pour dire quelque chose là. Peut-être ça fait une transition avec l'autre question, pouvoir et autorité. Dans nos sociétés telles qu'elles sont, Mélanie Klein, vous le savez bien,
a parlé de l'envie du pénis Ouais. des femmes envers les hommes. Freud aussi d'ailleurs. Freud a parlé de l'envie du pénis. Et ensuite, quand il y a eu des contestations de la théorie psychanalytique en disant qu'elle était vraiment elle était vraiment faite par un homme et que c'était vraiment un fantasme d'homme d'imaginer que toutes les femmes avaient envie d'avoir un pénis, ça a été la critique féministe de la théorie psychanalytique, un des aspects. C'est très intéressant parce que Freud, avant Mélanie Klein, a dit envie du pénis. Il n'a pas dit désir du pénis. Et c'est Mélanie Klein qui ensuite a bien distingué la jalousie de l'envie, dans envie et gratitude. Dans la jalousie, c'est tout à fait névrotico-constructif, si on peut dire. Si l'autre a quelque chose de bon, le jaloux a envie de l'avoir aussi. Mais l'envie du pénis, c'est pas ça, et les femmes ont raison de dire bah oui, les hommes, dans nos sociétés à nous, quand ils ont un pénis, ils ont le pouvoir, ils ont le phallus, ils ont tout ça, mais c'est pas pour autant qu'elles désirent avoir elles-mêmes un pénis. Là, on est dans l'envie du pénis. Et pour Mélanie Klein, l'envie est beaucoup plus destructrice que la jalousie. La jalousie, c'est vouloir aussi pour soi ce que l'autre a de bon, tandis que l'envie, c'est différent, c'est si l'autre a quelque chose de bon ou que j'estime bon, c'est pas tellement que je le veux pour moi aussi, c'est que je vais le détruire chez lui. Voilà. Et l'envie du pénis, c'est pas tellement pour les femmes de désirer être un homme elles-mêmes, c'est de détruire le pouvoir chez les hommes que la possession du pénis et donc du phallus leur confère. C'est pas du tout pareil. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi au pouvoir et à l'autorité, je ne sais pas, un peu dans cette perspective-là. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si c'est trop schématique, mais j'aurais envie de dire que l'autorité, c'est une position psychique que j'ai essayé de détailler un peu ce soir, alors que le pouvoir, c'est la mise en œuvre plutôt de cette autorité psychique. Alors après, bon, il y a des choses intermédiaires. Hein. Oui, pour moi, le pouvoir est plutôt du côté de la mise en acte, de la mise en œuvre de cette autorité qui, elle, est une position plus psychique. Ça me va à peu près ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais. Oui, je la lis aussi. La boule de polymère, fusion-diffusion, cela fait penser au jeu de la bobine tel que vous l'avez exprimé. Et deuxièmement, un bébé vient au monde en sachant dès le départ son sexe, puisqu'il est parlé par l'autre avec un grand A, même avant sa naissance. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion si ça change quelque chose dans la différenciation des sexes masculins et féminins? Alors là, c'est habile parce que j'ai une première question qui me renvoie à Freud et la deuxième qui souligne que je ne suis pas très lacanien, mais c'est Voilà. très diplomatique. On Alors, va faire un effort quand même. oui, je vais faire un petit effort. Oui. Je ne dirais pas tellement que la boule de polymère, oui, ça peut faire penser au jeu de la bobine si vous voulez, mais le jeu de la bobine, c'est pas tellement dans le contact et la fusion des fusions. Le jeu de la bobine, c'est plus la question de l'absence et de la présence. Hein. Et d'ailleurs, dans le jeu de la bobine, ce qui est vraiment investi par l'enfant, d'ailleurs, avant même la bobine elle-même, peut-être, c'est le lien et le pouvoir qu'il a de faire apparaître ou disparaître l'objet. Tandis que dans le jeu, il me semble que le jeu, que la malléabilité, la petite boule de polymère, on est dans quelque chose de plus archaïque que la question de l'absence et de la présence et du pouvoir. On est dans quelque chose qui est un jeu entre différenciation ou indifférenciation. Quand on attrape la petite, quand on attrape la petite boule de polymère et qu'on la serre et qu'on met tous qu'on se fusionne avec, là on n'est plus dans la question de présence-absence. On est dans la est-ce qu'il y a une limite entre moi et l'objet? Et puis je lâche et je retrouve la limite. Donc pour moi la malléabilité est plus archaïque que la question du jeu du forte-da et de la bobine. Mais c'est une question évidemment très très intéressante. Ensuite la deuxième, puisque vous me poussez dans mes retranchements non lacaniens,
Même si en étant à l'APF, je suis quand même très intéressé par l'œuvre de Lacan, hein, évidemment. Le problème de... Bien sûr, le bébé va être parlé en tant que garçon ou en tant que fille, par l'autre, par le grand autre, comme vous dites là. Mais tout à l'heure, j'ai été très vite, parce que j'ai dit, il y a l'identité sexuée, il y a l'identité sexuelle, et il y a l'identité de genre. L'identité sexuée, c'est notre anatomie, notre biologie. L'identité sexuelle, c'est notre choix d'objet. Hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, tout ce que vous voulez. Et l'identité de genre, effectivement, c'est le statut dans lequel le groupe socio-familial va nous mettre compte tenu de notre identité sexuée. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la naissance, même si l'autre annonce la couleur en nous nommant garçon ou fille, au début, le bébé, ça je le ressens comme ça en m'occupant de bébé, même s'il est nommé Bernard ou Martine, lui, dans son corps, au niveau de ses sensations, et c'est là qu'il nous manque tellement de connaissances, au niveau de ses sensations, un petit garçon va sentir des choses dans son corps qui sont des choses liées à son corps de garçon. Une petite fille va sentir des choses dans son corps qui sont liées au fait qu'elle a un corps de petite fille. Mais au début, au tout début, même s'il est nommé Bernard et même s'il est nommé Martine, il n'a pas l'idée que d'autres enfants que lui peuvent ressentir autre chose que ça dans son corps. Ça, et là, on a encore un vrai travail théorique à faire. Comment est-ce que l'autre va imaginer que, pas simplement que les autres ne sont pas faits comme lui, mais qu'ils ne ressentent pas les mêmes choses que lui. Dans les premiers jours de la vie d'un enfant, c'est quelque chose, le premier jour, aux premières semaines, aux premiers mois, j'en sais rien, c'est inimaginable. L'idée que d'autres enfants vivent autre chose que ce qu'il vit lui est forcément amenée par l'autre, mais pas que par la nomination. Pas que par la nomination. C'est ça que je voulais peut-être dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et d'ailleurs, ça fait partie de l'énigme dont j'ai parlé au tout début. Enfin, je la redis parce que je ne voudrais pas être le seul à vivre ça, mais on a chacun énormément de mal à s'imaginer ce que l'autre peut vivre dans son corps. Non seulement ce qu'il peut penser, mais ce qu'il peut vivre dans son corps. Hein. Voilà. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Hein. Oui, j'aurais une question. Vas-y, Christian. Oui. Je tout à fait, je t'ai suivi, si tu veux, à fond, mais j'aurais tendance à te poser la question de parler plutôt du maternel et du paternel, chacun, si tu veux, donc d'entre nous, au sens où souvent on parle, notamment, je fais allusion chez certains hommes, on parle de leur féminité, alors que j'ai plutôt le sentiment, moi, si tu veux, que c'est leur maternalité, enfin, si tu veux, voilà, c'est une question. Je serais assez d'accord avec toi, en fait. Je serais assez d'accord. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que quand même, il nous manque encore des données sur les aspects qualitatifs du féminin et du masculin, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Parce que le paternel ne peut pas se réduire au masculin. Hein. On est d'accord. Hein. Et le féminin ne peut pas se réduire le maternel ne peut pas se réduire au féminin. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on est en plein dans les combats un peu idéologiques. C'est vrai que quand on dit paternel ou maternel, on ramène la réflexion en termes d'hommes et de femmes. Parce que tout le monde est assez d'accord, je crois, enfin, dans le groupe ici, par exemple, tout le monde sera assez d'accord pour dire qu'il y a du féminin et du masculin chez tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt à dire qu'il y a du maternel chez le père et du paternel chez la mère? Oui. Moi, je pense, oui. Pas sûr, je ne sais pas. Bien sûr. Moins sûr. Moins sûr. Moins sûr. Ça ramène aujourd'hui, et c'est vraiment un truc de contexte. Aujourd'hui, je pense que ça ramène un peu trop vite les images hommes-femmes complètes. Voilà, mais je ne vais pas me battre là-dessus parce que je vois bien ce que tu veux dire, je suis d'accord. Hein. Et alors, seconde question, est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin, que les attaques contre la psychanalyse, c'est justement ce que tu développes très bien, je veux dire, du masculin chez la femme, du féminin chez l'homme, enfin, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette idée-là est assez intolérable pour beaucoup de gens, enfin?
Bah, sûrement, mais écoute, je te remercie de cette suggestion parce que je ne m'étais jamais dit que les attaques contre la psychanalyse pouvaient aussi parler de ça. Mais c'est peut-être vrai, ouais. Ouais. Faut réfléchir à ça, c'est peut-être vrai. Il y a Monsieur Barbier, je crois, qui veut parler. Oui. Vas-y, Jacques. Il faut désactiver votre micro, voilà. Non. Monsieur Barbier, il faut désactiver, voilà, c'est bon. Et voilà. Voilà. La Bonjour. question est de savoir, relativement à la place sociale que nous occupons, hommes ou femmes, garçons ou filles, sur cette question de l'autorité, c'est-à-dire quelle interférence le fait qu'on occupe une position, une place sociale, a comme contrainte relativement à l'exercice de l'autorité. C'est-à-dire une autorité qui sera à la fois, non pas seulement autoritaire ou celle du chef, mais comment le fait qu'on tienne occupe une place donne une contrainte supplémentaire à celui qui tient cette place, qui a l'obligation d'occuper la place. C'est une contrainte, c'est-à-dire une pesée supplémentaire, c'est ça. C'est-à-dire que si la société donne le pouvoir aux hommes, vous voulez dire que l'homme se sent contraint de se couler dans ce rôle. Parce que là, on n'est plus dans les personnes, on est dans le rôle, là. Le rôle confié. C'est ça que vous voulez dire? Quelque chose comme ça, oui. Enfin, pas tout à fait, mais le fait de donner l'autorité à un homme ou d'avoir un titre, ouais. Directeur de clinique, docteur, psychologue ou policier ou je sais pas, Ou professionnel. proviseur, prof. Voilà. Ouais. Une nomination à une fonction Ouais. et la difficulté que cette fonction permette quand même l'exercice de l'autorité, à défaut que ce soit l'autorité juste du chef et qu'il y a le pouvoir de contraindre, par exemple. Bien que le pouvoir de contraindre, ce soit à un moment donné une obligation que d'occuper une place conforme au rôle que la société donne. Mais est-ce que oui, bah ça c'est un énorme problème à la fois, je dirais, sociologique et épigénétique presque. Hein. Il y a les deux aspects. Parce que d'abord, est-ce qu'on est toujours obligé d'endosser le rôle que le groupe veut nous confier? Alors vous dites très justement, il y a une espèce de pesée quand même qui joue, peut-être contrainte, vous avez dit, dans une société telle que la nôtre, peut-être que les petits garçons se sentent un peu contraints d'adopter un rôle de chef ou de pouvoir, une place de pouvoir, alors que peut-être eux-mêmes ne l'auraient pas du dedans eu. C'est ça que vous voulez dire un petit peu? Hein. Bon, bah ça c'est l'aspect. Oui, il peut y avoir de la part de la société quelque chose qui nous pousse au faux self. Enfin bon, peut-être pas tout le monde. Mais ce que aujourd'hui, le nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est pour ça qu'au début, j'ai tellement insisté pour me placer à l'interface du dedans et du dehors, des facteurs internes et des facteurs externes, c'est qu'il n'est pas du tout exclu, l'épigénétique va beaucoup se développer. Je ne fais pas de prédiction, enfin c'est quasi certain. Hein. Le XXe siècle a découvert la génétique, le XXIe siècle va approfondir l'épigénétique. Le rôle qu'on nous confie peut-être avoir un impact sur l'expression de notre génome. Ce n'est pas du tout exclu. Donc moi, je vois à la fois un aspect psychologique, bien sûr, relationnel. Est-ce que le rôle qu'on nous confie, est-ce qu'on se sent à l'aise dedans? Est-ce que ça risque au contraire de nous masquer à nous-mêmes et aux autres ce que nous sommes? Mais il y a aussi, si on adopte un rôle que le groupe nous confère, est-ce que ça n'a pas même des répercussions biologiques sur notre fonctionnement? Il faut remettre votre micro, Monsieur Barbier. Il faut remettre votre micro.
Non, non, on ne vous entend pas là. Non, il faut que vous remettiez votre micro, Monsieur Barbier. Jacques, il faut que tu remettes ton micro. Jacques, on ne t'entend pas. Sinon, en attendant que Jacques rebranche son Ah, micro. voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Oui, voilà. Alors, un effet sur nous en direct biologique, on va dire les pulsions pour être rapide, mais aussi sur notre descendance. Absolument. Ouais. Mais, bon, alors, on ne va pas se lancer dans trop grand, mais je pense que le chapitre de la transmission, la transmission génétique des caractères acquis va se réouvrir très différemment que dans la première période particulière qu'on a connue, Lysenko, etc. Hein. Mais l'épigénétique, c'est une transmission des caractères acquis. Une possible transmission des caractères acquis, c'est vrai. Vous savez, je vais, depuis des années, parler des bébés aux adolescents dans certaines classes, dans une zone d'éducation prioritaire près de Paris. Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Si un jour tu veux que je revienne, je parlerai de ça, Patrice. Eh bien, j'ai eu de la part de certains élèves des questions incroyables que je n'ai jamais eues dans d'autres milieux, même plus sophistiqués, professionnels et tout ça. La dernière fois que j'avais été, j'ai un adolescent qui ne savait même pas jusque-là que les bébés pensaient ou ressentaient ou existent. Enfin bon. Et il me dit, mais finalement, est-ce que vous pensez que ça a un effet si un bébé est élevé dans une dictature? Alors là, c'est la contrainte maximum des rôles. Et ben, je n'avais jamais pensé à cette question. Hein. Et alors, j'ai essayé de bricoler. Hein. Mais bon, c'est une vraie question, magnifique. Je lui ai dit, écoute, la liberté de penser, on a l'impression que dans nos milieux à nous, c'est la liberté de penser des choses différentes sur un même sujet. Alors que souvent, la définition de la dictature, c'est de ne pouvoir penser qu'une seule chose sur chaque chose. Et que de ce point de vue-là, ça peut peut-être être une prison, c'est vrai, hein, une prison très enfermante. Et être élevé en tant que petit garçon ou petite fille, ou être élevé dans un milieu, dans une société qui confère des rôles extrêmement marqués aux uns et aux autres, est-ce que c'est ça le débat d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un emprisonnement et d'un marquage biologique qui risque d'être durable? C'est possible, hein, c'est possible. Mais en même temps, comme on dit en ce moment, en même temps, on peut sans doute pas, un enfant ne peut sans doute pas se développer sans pôle de repérage. Et comment maintenir la liberté entre ces pôles? Moi, je n'adhère pas, si vous voulez, tout à fait aux positions de Butler là-dessus. Le genre, il n'est pas totalement inventé par une société. Le genre n'existe que parce qu'il y a une entité sexuée qui existe quand même. Mais après, c'est qu'est-ce que la société fait de ça? Et comment elle renvoie ça à l'enfant? Alors, il y a peut-être une dernière question. Quelle influence peut avoir le changement de la langue française avec les nouvelles règles de genre sur l'identité sexuelle, professeur, professeureux, etc., et sur l'autorité en général? Donc, là, j'ai envie de vous répondre par une petite pirouette provocante. Je pense que là, on est dans le gadget. Oui, je crois aussi. On est dans le gadget et je crains que ce gadget ne fasse que sentir aux enfants que le problème des hommes et des femmes est finalement difficile toute la vie. C'est pas très rassurant. Ouais. Il y a une autre question, je ne sais pas si tu la lis, sinon je vais la lire. Comment peut-on apporter cet équilibre d'une autorité malléable et bisexuée au sein des institutions et des équipes thérapeutiques faites de sujets singuliers qui seraient eux-mêmes possiblement pas équilibrés quant à cette bisexualité? Doit-on finalement s'appuyer sur un leader qui porte cet équilibre à lui seul?
Magnifique, magnifique question. C'est une très bonne question de conclusion. Non, là, je pense que moi, je ne fais pas confiance aux leaders pour ça. Non, non, mais par contre, c'est un travail institutionnel. D'abord, je pense par exemple à un hôpital, à des hôpitaux de jour. Je pense quand même que moi je dis toujours aux gens que j'ai engagés dans une équipe de lire, c'est pas passionnant, mais de lire le règlement intérieur. On ne peut pas travailler dans une équipe dont on ignore totalement le règlement intérieur, parce que le règlement intérieur, il définit des rôles. Qui a le rôle plutôt contenant, qui ou quoi a le rôle plutôt contenant, où sont les limites. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas une lecture fascinante, mais je vois pas comment on s'inscrit dans une équipe sans avoir un petit peu une idée, pas seulement du projet médical, mais du règlement intérieur. Où sont marquées les limites? Qui est détenteur? Est-ce que c'est le médecin-chef? Est-ce que c'est le directeur administratif? Enfin, je veux dire, tout ça, ça mérite quand même un tout petit peu de réflexion. Et puis après, la seule façon d'aider, il ne s'agit pas du tout que chacun soit en analyse pendant 15 ans. Hein. J'ai beau être psychanalyste, ce n'est pas du tout mon conseil. Mais je pense que dans le travail institutionnel et dans les réunions d'équipe, il y a vraiment moyen de travailler ça. Et les analystes institutionnels expérimentés savent très bien renvoyer à l'équipe où sont leurs forces de contenance, leurs forces de limite, où sont les conflits, où sont les... pour moi, c'est que analyse supervision ou analyse des pratiques, comme vous voulez, enfin en tout cas les moments d'analyse institutionnelle qui peuvent aider, pas du tout le leader. Le problème, c'est que dans les périodes de pénurie financière, la première chose qui est attaquée, ce sont ces espaces d'élaboration, justement. Oui. Ils ne sont pas du luxe, qui sont indispensables. Si on veut défendre le soin psychique, il faut défendre ces temps-là. Ces temps qui sont des temps justement d'élaboration de cet équilibre dans des composantes de l'autorité. Mon cher Bernard, j'ai bien noté que tu proposais de revenir, donc nous allons te réinviter. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, à la première occasion, nous le ferons. Pour des occasions présentielles, si possible. Présentiel, si possible. Bon, j'espère, en tout cas. En Ouais. tout cas, au nom de tous, je tiens à te remercier vraiment, vraiment beaucoup de cette intervention. Vraiment. Ça m'a fait très plaisir et puis j'espère que ça s'est senti aussi. Oui, je crois que voilà, ça fait 2 heures que nous sommes tous ensemble là, et vraiment, ça a été un énorme plaisir. Beaucoup de gens nous disent merci, c'est passionnant, merci beaucoup. Enfin, je crois que clap, clap, clap. Je crois que voilà, c'est un plébiscite. Merci beaucoup. À Merci. bientôt, bonne soirée et bonne fin de deuxième vague. Ben oui, à toi aussi. Bonne Très bonne santé. fin. Allez. Puis, donc, nous vous donnons rendez-vous avec Isadora pour le premier week-end de juin avec Sans complexe. Merci beaucoup à tous. Et au revoir. Au revoir. Patrice, au revoir Bernard. Au revoir.